You're listening to BBC for Europe, broadcasting from London on 648 kHz medium wave. Now here's Thierry Ougier with the morning news in French in Londres Matin. It's 7:30 Continental Time. Vous écoutez la BBC de Londres. Les grands titres de l'actualité: Yougoslavie, le Parlement de la Bosnie-Herzégovine vote à son tour pour l'indépendance de la République. Les combats se poursuivent toujours en Croatie, mais un convoi transportant des secours d'urgence va une nouvelle fois tenter d'atteindre la ville de Vukovar, selon les observateurs de la communauté européenne chargés de superviser le cessez-le-feu. Tournée de James Baker au Proche-Orient, les efforts du secrétaire d'État américain ont été encouragés par ses entretiens avec le roi Hussein de Jordanie. Le président du Fonds monétaire international demande aux pays créditeurs d'aider les pays pauvres. Fin du 4e congrès du Parti communiste à Cuba, le parti renouvelle son adhésion au principe du marxisme-léninisme. BBC Info, Liliane Landor. Bonjour. Yougoslavie, le Parlement de la Bosnie-Herzégovine vote en faveur de l'indépendance de la République. La décision a été prise hier tard dans la soirée par le Parlement de la République à Sarajevo. Des tentatives de la part de délégués serbes d'arrêter le vote pour des raisons de procédure n'ont pas réussi. Les délégués serbes se sont donc retirés en guise de protestation. Le vote est intervenu alors que les affrontements se poursuivaient dans la République de la Croatie. De violents accrochages ont été signalés dans le centre et l'est de la région. La ville de Dubrovnik demeure sous blocus terrestre et naval. Des pourparlers devront avoir lieu aujourd'hui afin de permettre à un convoi transportant des secours d'urgence d'atteindre la ville de Vukovar, toujours assiégée par des forces serbes. Jusqu'ici, toutes les tentatives d'acheminer les vivres ont échoué. Sur le front diplomatique, les dirigeants de la Serbie et de la Croatie, Slobodan Milosevic et Franjo Tudjman, doivent avoir des pourparlers avec le président Gorbatchev aujourd'hui à Moscou. Enfin, à noter que ce vendredi, tous les dirigeants yougoslaves se réuniront à La Haye pour des pourparlers sous l'égide de la communauté européenne. L'Union soviétique va abolir les lois exigeant des citoyens soviétiques d'obtenir un permis spécial s'ils veulent se déplacer vers différentes régions du pays. D'après la commission constitutionnelle du Parlement, les lois en question violent les droits fondamentaux de l'homme et seront abolies à partir du début de l'année prochaine. Selon les correspondants de presse, ces restrictions sont les plus controversées parmi les lois héritées de l'ancien système totalitaire. En Bulgarie, des foules immenses se sont rassemblées dans le centre de la capitale, Sofia, pour célébrer la défaite des anciens communistes regroupés sous la bannière du Parti socialiste lors des élections législatives de dimanche dernier. Le chef de l'Alliance anticommuniste, Philippe Dimitrov, a parlé de la fin de l'ère communiste. Aucun parti n'a obtenu la majorité absolue et le mouvement de M. Dimitrov devra certainement former une coalition avec l'un des petits partis. Le dépouillement n'est toujours pas terminé et le Parti socialiste n'a pas encore reconnu sa défaite. Tournée de James Baker au Proche-Orient, les efforts du secrétaire d'État américain ont été encouragés par ses entretiens avec le roi Hussein de Jordanie. Ce dernier a déclaré qu'il acceptait les assurances fournies par Washington et qui définissent les termes de référence de la conférence de paix. Il a ajouté que la Jordanie participera aux entretiens régionaux qui font partie du programme de la conférence. Et il a enfin souligné qu'une délégation conjointe jordano-palestinienne était prévue. James Baker se rend en Syrie plus tard dans la journée. L'Union soviétique espère rétablir ses relations diplomatiques avec Israël avant la tenue de la conférence de paix. Selon un porte-parole du ministère soviétique des Affaires étrangères, le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays pourrait intervenir lors de la prochaine visite du ministre soviétique des Affaires étrangères, Boris Pankin, en Israël, visite qui devrait avoir lieu en fin de cette semaine. Pour sa part, le Premier ministre israélien, Shamir, a déclaré que la conférence de paix au Proche-Orient pourrait être retardée si les relations entre les deux pays ne sont pas rétablies. Le directeur du Fonds monétaire international, Michel Camdessus, a réitéré son appel aux pays créditeurs pour qu'ils réduisent la dette des pays les plus pauvres du monde. Prenant la parole lors de la session annuelle du FMI et de la Banque mondiale à Bangkok, il a affirmé qu'il existait un besoin pressant d'alléger ce fardeau.
M. Kandessu a précisé que plusieurs nations sont en train de recouvrer des effets de la dette, mais de graves problèmes subsistent en ce qui concerne les pays africains. D'autre part, tout en se référant aux efforts pour venir en aide aux pays d'Europe de l'Est et à l'Union soviétique, il s'en est pris à ce qu'il a qualifié l'éternelle polémique parmi les pays riches au sujet de la répartition du fardeau. Cela, d'après lui, aboutit souvent à mettre en échec des initiatives internationales à un moment où une action urgente est nécessaire. Fin du 4e congrès du Parti communiste à Cuba. Le parti renouvelle son adhésion aux principes du marxisme et du léninisme. Dans son discours de clôture, le président Fidel Castro a souligné que Cuba resterait socialiste à n'importe quel prix. Le congrès a adopté des résolutions qualifiant l'effondrement du communisme en Union soviétique de désastre politique et réaffirmant son engagement en ce qui concerne la révolution cubaine. Le Congrès, qui est le premier à être tenu à huis clos, a voté en faveur de plusieurs réformes d'ordre économique et politique mineurs, mais selon notre correspondant, l'incapacité du Congrès à faire face à des réformes plus fondamentales et qui ne soient pas du goût des dirigeants du parti risque de décevoir les jeunes membres du parti, tout en démontrant que le président Castro tient toujours fermement le pouvoir. Le prix Nobel de la paix a été décerné à la dirigeante de l'opposition birmane Aung San Suu Kyi. Le secrétaire général des Nations Unies, Xavier Pérez de Cuéllar, lance un appel aux militaires au pouvoir à Rangoon pour qu'ils relâchent Aung San Suu Kyi en résidence surveillée depuis 2 ans. À Washington, le président Bush appelle à un gouvernement civil en Birmanie. En 1989, le parti de l'opposition, la Ligue nationale pour la démocratie, dirigé par Mme Suu Kyi, a gagné une victoire écrasante aux élections, mais la junte militaire a refusé de rendre le pouvoir. Un représentant des Nations Unies est attendu en Birmanie le mois prochain. On croit savoir qu'il aura des entretiens avec la dirigeante de l'opposition. Un nouveau gouvernement a été formé au Zaïre. La majorité des postes ont été accordés à des membres de la coalition des partis d'opposition, l'Union sacrée. Mais le président Mobutu contrôle toujours les postes clés des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et de l'industrie minière. L'annonce de la formation du nouveau gouvernement est intervenue 3 semaines après que des manifestations violentes au Zaïre aient forcé le président Mobutu à négocier avec Étienne Tshisekedi. Les chefs d'État du Commonwealth arrivent à Harare pour leur conférence annuelle. 10 d'entre eux doivent se réunir aujourd'hui afin d'établir les grandes lignes de l'avenir de l'organisation. À l'ordre du jour de leur réunion, la position du Commonwealth sur la démocratie et les droits de l'homme. Des déclarations à cet effet ont déjà été formulées par une commission officielle spéciale ainsi que par le gouvernement britannique. Selon notre correspondant à Harare, le document britannique est plus détaillé puisqu'il spécifie la nature des droits de l'homme qui doivent être protégés et notamment l'indépendance de la magistrature. Mais notre correspondant précise que les 2 documents ne vont pas assez loin selon les organisations des droits de l'homme qui appellent le Commonwealth à mettre un terme à sa politique de non-ingérence dans les affaires des pays membres. C'était Liliane Landor, prochain bulletin d'information de BBC Europe à 12h30 sur 648 kHz en moyenne et aussi sur ondes courtes dans les bandes des 25, 31, 41 et 49 mètres. Pour les stations FM qui nous relaient, reportez-vous à votre station locale. Thierry Augier en votre compagnie pour la suite de Londres Matin. Au sommaire, l'ONU et la Birmanie après l'attribution du prix Nobel de la paix à la principale dissidente du pays, les progrès de la mission de James Baker au Proche-Orient, le contentieux entre le Japon et l'URSS en voie de règlement et l'ouverture officielle à Bangkok de la conférence du FMI et de la Banque mondiale. L'attribution du prix Nobel de la paix à Aung San Suu Kyi a permis de rappeler à l'opinion mondiale la brutalité du régime de Rangoon et le secrétaire général de l'ONU en personne a lancé un appel pour la libération de celle qui incarne l'opposition à la junte militaire au pouvoir en Birmanie. Une initiative de Xavier Pérez de Cuéllar qui a en fait valeur de condamnation d'un régime qui refuse de se plier au verdict des urnes. Marc Vergara. La Commission des droits de l'homme des Nations Unies a commencé ses travaux sur une résolution qui exprimerait l'inquiétude de l'ONU à propos de la situation en Birmanie. L'armée birmane a en effet refusé de remettre le pouvoir à la Ligue nationale pour la démocratie qui avait obtenu 80% des sièges en mai de l'année dernière.
La Commission des droits de l'homme de l'ONU demande aussi la libération de tous les prisonniers incarcérés pour leur participation au mouvement pro-démocratique. Les diplomates occidentaux se réjouissent de la récompense accordée à Aung San Suu Kyi, car cela devrait permettre de faire pression sur les pays qui s'opposent à la résolution, notamment en Asie du Sud-Est. L'Assemblée générale des Nations unies devrait voter pour ou contre cette résolution au mois de décembre. D'autre part, un émissaire des Nations unies, responsable de la question des droits de l'homme, se prépare à effectuer un voyage d'études en Birmanie à la fin novembre. Le professeur York Cutter aurait demandé aux autorités birmanes l'autorisation de rencontrer le prix Nobel de la paix. L'année dernière, le gouvernement birman avait interdit à son prédécesseur de rendre visite au chef de l'opposition. Bien que la santé de Aung San Suu Kyi suscite quelques inquiétudes, les milieux diplomatiques estiment qu'il y a peu de chances pour que le professeur York Cutter soit autorisé à la rencontrer. La communauté européenne a elle aussi salué l'attribution du prix Nobel de la paix à la dirigeante de l'opposition birmane. La Grande-Bretagne, ancienne puissance coloniale, précise que la communauté internationale ne peut ignorer la lutte persistante du peuple birman pour les droits de l'homme et la démocratie. Mais la pression internationale risque d'être sans grand effet sur la détermination des militaires au pouvoir à Rangoon. Aung San Suu Kyi est assignée à résidence depuis 1989. Pas question de changer d'attitude envers elle, affirme l'ambassadeur de Birmanie en Thaïlande. Première percée diplomatique de taille de James Baker qui en est à sa 8e tournée au Proche-Orient depuis la fin de la guerre du Golfe. La Jordanie est le premier pays de la région à avoir officiellement accepté les assurances fournies par Washington au sujet de sa participation à la conférence de paix, mais rien n'est encore joué pour James Baker, qui doit rencontrer aujourd'hui les délégués palestiniens qu'il accuse de se plier aux exigences d'Israël. Julian Keane. La représentation palestinienne et la formation d'une délégation conjointe jordano-palestinienne, tels ont été les principaux sujets des entretiens entre James Baker et le roi Hussein. On ne sait toujours pas si les délégués palestiniens seront favorables à la formule d'une délégation conjointe avec la Jordanie, surtout depuis qu'Israël a fait savoir hier, à grand renfort de publicité, que Washington avait accepté de mettre de côté le principe d'échange des territoires contre la paix. À ces déclarations, James Baker s'est contenté de répondre que les termes de référence de la conférence n'ont pas changé depuis sa première tournée dans la région. Les 3 délégués palestiniens sont attendus aujourd'hui à Amman et malgré leur hostilité croissante aux atermoiements d'Israël et à la position de Washington, le roi Hussein semble certain que James Baker n'a rien à craindre de ce côté-là. Les efforts de toutes les parties concernées porteront leurs fruits très bientôt, a-t-il déclaré hier. L'optimisme du souverain hachémite sera pourtant tant soit peu atténué par la Syrie, prochaine étape du secrétaire d'État américain. Damas a en effet émis certaines réserves sur le programme des entretiens et refuse de participer aux discussions multilatérales prévues sur les sujets d'ordre régional tels l'eau, le contrôle des armements et le développement économique. Mais James Baker ne s'inquiète pas pour autant. Il aurait, dit-on, reçu les assurances du président égyptien Hosni Moubarak que tous ces obstacles seront surmontés en temps voulu. Après la Jordanie, donc, James Baker se rend en Syrie, puis à Israël mercredi. Premier résultat de la visite qu'effectue actuellement en Union soviétique le ministre japonais des Affaires étrangères. L'annonce par Moscou de la réduction de ses troupes dans les îles Kouril, revendiquée par le Japon depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une mesure qualifiée par les soviétiques d'unilatérale. Ce différend qui a considérablement empoisonné les rapports entre Tokyo et Moscou depuis cette date semble à présent sur la voie d'un règlement, mais d'ores et déjà, le principe de la libre circulation des personnes est acquis des 2 côtés de la frontière. Jalil Nouri. Point de départ de ce déblocage, la visite il y a quelques mois au Japon du numéro 1 soviétique Mikhail Gorbatchev, visite au cours de laquelle l'idée de la libre circulation des personnes avait été déjà lancée. Désormais, les Japonais pourront librement et sans visa aller visiter les îles Kuril, de même que les Soviétiques résidant dans les 4 îles pourront tout aussi librement aller faire des courses au Japon. Cette mesure officialisée hier lors de la visite à Moscou du chef de la diplomatie japonaise, M. Taro Nakayama, marque un tournant décisif entre les 2 pays et le début d'une nouvelle ère, en attendant le règlement définitif d'un contentieux qui dure depuis 1945. Habitées par 16 000 Japonais avant leur occupation, les îles Kuril abritent aujourd'hui une population de 25 000 soviétiques, dont un tiers de militaires sur lesquels il ne restera plus que le tiers, en vertu de l'annonce du début du retrait soviétique. Ces îles, considérées comme l'une des zones les plus riches de la planète en ressources halieutiques, pourraient même connaître à l'avenir une démilitarisation totale et l'ouverture de leurs eaux aux pêcheurs nippons,
en attendant un règlement définitif du conflit déjà envisagé par le président russe Boris Yeltsin dans son plan de paix. Côté soviétique toujours, on insiste avec force pour faire comprendre que cette mesure n'a aucun lien avec l'aide récente de 2,5 milliards de dollars accordée par le gouvernement de M. Toshiki Kaifu, démissionnaire du reste. Mais dans le plan de règlement de Boris Yeltsin, et selon diverses sources, il est bel et bien fait mention du lien entre la rétrocession des îles Kuriles au Japon et l'aide économique accrue à l'Union soviétique. Une précision au passage, les îles Kuriles font actuellement partie de la République de Russie, dirigée par Boris Yeltsin, que le ministre des Affaires étrangères japonais rencontrera au cours de sa visite de 6 jours en Union soviétique. Ce processus de paix, qui en est encore assez balbutiement, reste cependant tributaire de deux inconnus, les développements en politique intérieure dans les deux pays. Dans quelques instants, nous parlerons de Cuba et du FMI, mais tout de suite à 8h15, la revue de presse de Najib Ben-Cherif. Eh bien, par la polémique suscitée par la décision du gouvernement de réduire les dépenses militaires, la presse britannique de ce matin est surtout orientée vers des sujets internationaux. On notera à ce propos le sujet d'ouverture de l'Independent, qui croit savoir que les États-Unis sont en train d'aider les Russes à mettre sur pied un système de défense pour protéger le territoire soviétique contre des missiles lancés accidentellement ou délibérément par l'une des autres républiques. D'après un haut responsable de la Fédération russe, contrairement à ce que le président Gorbatchev a indiqué, l'arsenal nucléaire soviétique en dehors de la Russie n'est pas soumis à un contrôle strict de la part du pouvoir central. L'Independent croit aussi savoir que l'accord signé entre les deux parties prévoit un transfert limité de technologie, excluant ainsi toute possibilité de vente de missiles américains à l'Union soviétique. De son côté, le Financial Times aborde à la une la crise financière dans laquelle se débat l'Union soviétique par manque de devises étrangères. Cela, d'après le journal, signifie que ce pays ne sera pas en mesure d'honorer sa dette extérieure sans une aide étrangère. Dans ce contexte, le journal révèle que le groupe du G7 a mis sur pied un plan secret visant à venir en aide d'urgence à l'Union soviétique au cas où cette dernière se trouverait à court d'argent. Dans un autre article, le même journal parle néanmoins de graves tensions qui seraient en train de couver à propos de la réponse du G7 à la crise financière soviétique, une crise aggravée par le manque de relations constitutionnelles claires entre les différentes républiques soviétiques. Ainsi, les États-Unis, d'après le Financial Times, seraient déçus par la réaction lente de ses partenaires parmi le G7, tandis que l'Allemagne, qui est le principal pays donateur de l'Union soviétique, éprouverait de l'amertume face aux allégations américaines selon lesquelles les États-Unis seraient à l'avant-garde des efforts pour aider l'Union soviétique à surmonter la crise. Le Financial Times rapporte par ailleurs les déclarations d'un proche collaborateur du président Gorbatchev, selon lesquelles le projet de traité d'union économique sera signé vendredi prochain. À ce propos, le Times, citant l'agence Reuters, affirme que ce retard dans la signature de ce document est dû aux différends qui opposent les républiques sur les pouvoirs à exercer par les organismes chargés de la coordination centrale. Le Guardian, par ailleurs, analyse l'impact de la crise yougoslave sur la situation intérieure en Union soviétique. À ce titre, une délégation de responsables yougoslaves est attendue à Moscou. Selon le quotidien, l'intérêt de Moscou est loin d'être altruiste. Les dirigeants soviétiques craignent en effet que la guerre civile en Yougoslavie n'encourage les revendications nationalistes des groupes ethniques au sein de l'Union. En dehors de cette observation, les journaux britanniques sont unanimes pour souligner que les affrontements aux alentours de la ville croate de Vukovar ont provoqué l'effondrement du dernier accord de cessez-le-feu. Le Daily Telegraph ajoute à ce propos que le retrait du convoi d'aide dépêché par la CE met en relief le début de l'offensive finale serbe pour annexer la Slovénie. Les journaux britanniques estiment aussi que l'impasse dans les négociations de paix à La Haye est due aux revendications serbes visant la création de zones libres dans les territoires croates habités en majorité par des Serbes. Au dossier africain, l'Independent examine sous la plume de John Carlin la violence interethnique en Afrique du Sud, violence qui, d'après l'auteur, menace le processus devant conduire à une société multiraciale dans ce pays. Ce qui est surprenant, souligne l'Independent, est l'échec des classes politiques sud-africaines à considérer la violence comme le problème politique numéro 1. La thèse de plus en plus admise dans les cercles diplomatiques et au sein des députés de l'opposition ainsi que dans les milieux des juristes est que des éléments parmi les forces de sécurité seraient d'une manière ou d'une autre impliqués dans cette violence.
De par leurs agissements, de tels éléments rendraient tout gouvernement noir complètement ineffectif en supposant qu'il ne décide pas de le renverser tout simplement. La question la plus importante qui fait de plus en plus l'objet de débats est de savoir à quel niveau se situent les ordres donnés pour tuer. La plupart des gens en dehors de l'ANC ne croient pas que le président De Klerk soit l'instigateur de cette violence, mais toujours d'après l'Independent, la logique de l'ANC est que la violence convient à l'objectif principal de la stratégie de M. De Klerk, à savoir le maintien du pouvoir par le Parti national après le démantèlement de l'apartheid. À ce sujet, le journal estime que la violence en question a jeté des doutes sur la capacité de l'ANC à maîtriser la situation. C'était la revue de presse de Najib Ben-Cherif et à présent quelques informations sur la bourse. Le tour d'horizon des principales places financières à Londres, l'indice FTSE a clôturé en hausse de 19,5 points à 2574 points. À New York, l'indice Dow Jones a clôturé en hausse de 34 points à 3017 points. À Tokyo, l'indice Nikkei a ouvert ce matin en hausse de 183 points à 24 044 yens. Sur les marchés d'échange, à la clôture à Londres, le dollar s'échangeait à 1 Deutschmark 70, 129 yens 30, 1 franc suisse 48,55, 5 francs français 72 et la livre sterling était elle cotée à 1,72 $. Sur le marché de l'or, enfin, à la clôture à Londres, l'once était cotée à 359 $, en hausse de 1,25 $. Ouverture officielle aujourd'hui de la conférence annuelle du Fonds monétaire international à Bangkok. Pendant les 3 jours de débat, on devrait surtout évoquer les questions d'actualité mondiale qui relégueront au second plan les dossiers traditionnels. Bangkok, Géraldine Sartin. Le ton a été donné il y a quelques jours quand les pays du G7 se sont réunis à Bangkok, comme ils le font toujours avant chaque meeting du FMI et de la Banque mondiale. Les ministres des Finances des 7 pays les plus industrialisés ont consacré l'essentiel de leur discussion à l'Union soviétique. Ils ont même prolongé la réunion d'une journée pour essayer de se mettre d'accord sur la réponse que l'Occident doit apporter aux besoins pressants des soviétiques. Et ils ont décidé d'envoyer leurs représentants à Moscou cette semaine pour évaluer la situation économique. Des équipes du Fonds monétaire international sont déjà sur place depuis plus de 10 jours, depuis que l'Union soviétique a été admise comme membre associé au FMI. C'est donc un dossier urgent et prioritaire. On est en train de réfléchir à Bangkok aux moyens de financer la reconstruction du pays et de ses voisins d'Europe de l'Est. Le directeur général du FMI, Michel Camdessus, a expliqué que si tous les pays dans le monde réduisent leurs dépenses militaires de 20%, on économisera 120 milliards de dollars, alors qu'il en faut simplement 100 pour financer le programme URSS Europe de l'Est. Épargne mondiale, désarmement. Voilà donc les 2 thèmes centraux de cette réunion annuelle. La question de l'épargne concerne très directement les parents pauvres de la famille du FMI qui ont peur que l'argent liquide disponible cette année soit dirigé surtout vers l'ancien bloc communiste. Les officiels du FMI et de la Banque mondiale se sont bien sûr montrés rassurants. Ils ont dit formellement que les pays pauvres ne seraient pas négligés cette année, bien au contraire, que tout le monde recevrait ce dont il a besoin. Mais hier, le FMI a décidé d'allonger la liste des 60 pays les plus pauvres qui bénéficient d'aides spéciales. Plusieurs ex-pays communistes en font désormais partie, la Mongolie, l'Albanie, l'Angola. Il est difficile de ne pas penser, comme disait un banquier, que s'il y a plus de monde autour du gâteau, les parts ne seront pas plus petites. Géraldine Sartin à Bangkok pour la BBC. La conférence du FMI et de la Banque mondiale s'achève jeudi. Fin du 4e congrès du Parti communiste cubain à Santiago de Cuba. Le socialisme à tout prix, c'est sur ce mot d'ordre de Fidel Castro que s'est refermé le 4e congrès du Parti communiste cubain. Le président cubain est réélu au comité central du parti ainsi que son frère Raúl. Cuba reste donc cet îlot de stabilité révolutionnaire malgré le désengagement des soviétiques et une situation économique désastreuse, même si Fidel Castro a laissé entrevoir quelques concessions. Le bilan de ce congrès avec Odile Buiret qui a suivi les débats depuis Miami. Castro gagne du temps. Comme prévu, les réformes adoptées lors de ce congrès ne sont que des réformes de façade. N'espérez rien de spectaculaire, avait d'ailleurs prévenu Castro lors de son discours d'ouverture, un discours fleuve de 5 heures. Le message de Castro se résumait à ces quelques phrases, très révélatrices de l'isolement dont souffre actuellement Cuba. Nous allons nous défendre seuls, cernés par l'océan du capitalisme, car notre devoir le plus sacré est de sauver notre patrie, la révolution et le socialisme. Sauver, c'est peut-être
peut-être le mot qui révèle le mieux l'état d'esprit qui a régné lors de ces débats. Un sauvetage qui passera désormais par l'élection directe des représentants du Parlement cubain et de ceux des assemblées locales, élus jusqu'ici à l'échelle municipale. Une avancée vers une démocratie à la cubaine, selon Fidel Castro. Je recommence là, 5, 4, 3, 2, 1. Une avancée vers une démocratie à la cubaine, selon Fidel Castro, mais à ne pas confondre avec une avancée de type occidental, un type de démocratie qualifié d'ordurière par le chef de l'État cubain. Autre décision, la réhabilitation du religieux. Désormais, les pratiquants d'une religion, quelle qu'elle soit, pourront devenir membres du parti s'ils le souhaitent. Mais plus révélateur encore des doutes qui saisissent le Parti communiste cubain, le comité central doté de pouvoirs renforcés devrait être renouvelé et 126 des 225 membres seront probablement des nouveaux venus qui éliront le Politburo. Nul doute que Castro sait que sa survie politique passe désormais par l'arrivée de son œuf au sein du parti. Odile Burette, à Miami pour la BBC. Et toutes nos excuses pour cette petite bavure technique. Smaller but better, plus petite mais meilleure, c'est l'expression employée par le ministre britannique de la Défense pour défendre son projet de réduction des armées. Tom King doit affronter la colère de certains députés dont les plus virulents appartiennent eux aussi au Parti conservateur. Le projet devrait tout de même être adopté sans trop de problèmes. Et puis à signaler l'entrée en vigueur aujourd'hui de la nouvelle loi sur la protection de l'enfance en Angleterre et au Pays de Galles, la plus importante réforme judiciaire du siècle dans ce domaine complexe qui évitera, on l'espère, la répétition des scandales qui ont fait la une de l'actualité ces dernières années. Pierre Le Sève. Scandale d'ordre sexuel, des parents étant par exemple soupçonnés, comme ce fut le cas dernièrement dans les îles Orcades au nord de l'Écosse, où les enfants furent soustraits pendant longtemps à leur famille, cas d'enfants maltraités ou même tués par leurs parents, bien qu'étant sous la garde d'aides sociaux, sévices et mauvais traitements dans des centres gérés par l'assistance sociale, par les autorités locales. Il fallait réagir. La nouvelle loi devrait remédier à cet état de choses, à condition que suffisamment de fonds soient bien sûr accordés aux services sociaux. L'objet fondamental de la nouvelle législation, la protection des enfants, de leurs droits et des droits des parents. La famille restant le fondement qu'il est essentiel de préserver, au besoin avec l'assistance des aides sociaux, le milieu dans lequel l'enfant a les meilleures chances de se développer. Même s'il y a eu divorce ou si les enfants leur ont été retirés, les parents doivent rester responsables. Une différence avec le passé, les aides sociaux ne pourront soustraire les enfants à leurs parents, non plus pour 1 mois, mais 8 jours, plus une extension de 7 jours. Les parents pouvant interjeter appel après 72 heures et disposant à tout moment du droit d'accès à leur progéniture, à moins que le tribunal en ait décidé autrement. Les parents devront être consultés au préalable pour éviter la répétition, par exemple, de ce qui se passa en 87 à Cleveland, dans le nord-est de l'Angleterre, où près de 200 enfants furent enlevés de leur famille pour s'assurer qu'ils n'avaient pas fait l'objet de sévices d'ordre sexuel, ce qui avait créé un tollé général. La grande nouveauté de la nouvelle législation, c'est bien sûr la formation de 51 centres tribunaux pour enfants, avec, comme c'est le cas en France, de magistrats et juges spécialement formés pour régler les différends, les enfants pouvant être représentés, s'ils le désirent, par des aides sociaux indépendants, eux aussi spécialement formés, qui pourront d'ailleurs exiger maintenant le droit de visite de la part des familles s'ils estiment qu'il y a eu certains abus et que les intérêts de l'enfant sont menacés, tout devant être fait pour que l'enfant reste, si possible, au sein de sa famille. Pierre Le Sève. Et avant de nous séparer ce matin, le rappel des grands titres de l'actualité. En Yougoslavie, le Parlement de la Bosnie-Herzégovine a voté à son tour pour l'indépendance de la République. Les combats se poursuivent toujours en Croatie, mais un convoi transportant des secours d'urgence va une nouvelle fois tenter d'atteindre la ville de Vukovar. Tournée de James Baker au Proche-Orient, les efforts du secrétaire d'État américain ont été encouragés par ses entretiens avec le roi Hussein de Jordanie. Le président du Fonds monétaire demande aux pays créditeurs d'aider les pays pauvres. Et puis fin du 4e congrès du Parti communiste à Cuba, le parti renouvelle son adhésion au principe du marxisme-léninisme. Et puis au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier ce matin Chaz Hamilton pour ses bons et loyaux services sur BBC Europe. Chaz Hamilton que vous retrouvez dans un instant sur Onde Moyenne en anglais pour la météo. Merci Thierry Ougier. Our next bulletin of news in French is in Londres Midi at 12:30. Coming next, world news and 24 hours. But first, as promised, the weather forecast for Tuesday the 15th of October. The Netherlands and northern Germany will be sunny at times, but there will be showers too in many places and some will be heavy. Temperatures 19 Celsius.
Belgium, Luxembourg and southeast England will be misty early with some fog. During the morning, the weather will turn brighter with some afternoon sunshine, but there could be a few showers scattered about. Temperatures generally 19 Celsius, but in southeast England nearer 15 Celsius. Northern France will be sunny at times too, but there will be showers in many places. Temperatures up to 19 Celsius. The winds across northwest Europe will be light. Well, that's it from the team here at BBC for Europe. Coming up next, a bulletin of world news. Have a good day. It's 8 o'clock Continental Time. BBC World Service, the news read by Julie Martin.